Merci. Je suis désolé s'il y en avait qui étaient au ministère, mais on va le refaire. Ce sont des recommandations HAS qui ont regroupé 14 sociétés savantes, groupes, dont quelques-uns sont inscrits ici. Les recommandations, quand on les a présentées, étaient avec la SRLF. On a fait une présentation à deux voix pour montrer qu'en fait, la réanimation française pouvait être unie. Je crois que c'était important, quand on était au ministère, de montrer ce visage. Et il y avait donc il y a 14 sociétés, il y a les associations de patients qui ont participé à ce process, qui a une longue histoire, puisqu'il avait démarré en 2017, au moment où on devait refaire les recos sur le choc septique avec la SRF et la SFAR, qui était de 2005, donc on arrivait à échéance. Et à ce moment-là, Djillali Hannan nous avait réunis au ministère sans nous mettre la pression, mais en nous disant que si on faisait des recos, de toute façon, elles ne seraient pas considérées et qu'il allait organiser des recos avec l'HAS. Et donc, le mouvement est parti de là. Donc, ça a été un long process. Au milieu, il y a eu quand même le Covid. Et après, il y a eu, on a repris très intensément après le Covid, mais le process de l'HAS est sérieux, mais un peu long. Alors, ces recos, pour faire court, sont basés sur un modèle qui est tout à fait unique dans le sepsis et nouveau, c'est qu'elle concerne la ville, le communautaire, c'est-à-dire globalement la médecine générale, les soins à domicile, l'hospitalier et le post-hospitalier, une fois que le patient est déchargé de l'hôpital. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est, ici, je suppose qu'il y a plutôt des réanimateurs, je vais vous parler de la partie hospitalière. J'étais en charge de cette partie réanimation hospitalière. Et donc, vous savez tous qu'il y a la Surveillance Sepsis Campaign qui est installée, donc qui a commencé en 2002 par une déclaration à Barcelone, et puis qui a été implantée en 2004, qui est renouvelée tous les 4 ans. La dernière édition date non pas de 2021, mais de 2025, et elle est en cours de publication. Mais on a travaillé à partir de la campagne 2021 qui avait été coordonnée par Laura Evans. Donc c'est une belle historique sur une sepsis campagne, et c'est assez efficace. Ça a été très critiqué, parce que finalement tout est critiqué. Ça a été critiqué dans le monde entier, mais surtout en France. Mais finalement, quand on regarde, quand les gens suivent la surveillance sepsis campagne, la mortalité baisse, et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et l'adhésion aux recommandations, moi j'ai commencé ma vie à la SFAR, au comité des référentiels cliniques, je ne les oublierai jamais, même à une séance plénière. Quand on regarde quand même l'adhésion aux recommandations, ça améliore les pratiques, et c'est super important de le dire. Et donc, la surveillance sepsis campagne, c'est quand même quelque chose qui a bien marché. Donc, la dernière version, c'est 2021. Il y a une version qui va sortir ces jours-ci ou ces semaines-ci. C'est 93 recommandations qui sont classées de façon assez rigoureuse pour avoir travaillé tout récemment là, avec la SCCM et les ING. Je peux vous dire que c'est pas très drôle, et c'est assez rigoureux. Des fois, je sais que des fois, on a un CRC qui pense être les champions du monde de la rigueur, mais quand même, là, c'est encore pire, je dirais. Le problème de la surveillance sepsis campagne, c'est que, ça s'adresse aux réanimateurs et urgentistes, mais c'est très ciblé période réanimation urgence pour les patients. Et puis, c'est très ciblé, c'est mondial. Donc, on n'a pas tous le même niveau de compétences, le même niveau de monitorage, le même niveau de soins dans les différents systèmes, et puis les mêmes organisations de soins. Je sais qu'on se plaint beaucoup en France, mais quand on voyage un peu, c'est pas si mal, quand on est content de rentrer. Et on se dit que si on était malade, on serait content d'être chez nous. Et donc, le but de ces recommandations qu'on a faites, là, c'est vraiment de montrer, d'aller chercher les spécificités françaises. Donc, on est parti de ces 93 recommandations de la surveillance sepsis campagne. On les a extraites, on les a toutes lues, toutes analysées. Et puis, on a modifié quelques-unes qui nous semblaient mal adaptées ou améliorables par rapport à ce qui peut se faire en France.
Donc on était que quelques-uns, assez peu nombreux en fait, de l'anesthésie réanimation et de la médecine intensive à s'occuper de ça. Donc vous voyez, c'est l'incidence du sepsis dans le monde, c'est complètement variable. Et en fait, c'est vraiment dans les zones sud qu'il y a le plus de sepsis. Et puis, je vous montre sur la droite, sur la gauche, sur votre gauche, la distance entre les services d'urgence et là où les gens habitent. Hein. Et vous voyez que même sur le territoire français, finalement, il y a pas mal d'inégalités. Le but du référentiel, c'est d'avoir un référentiel qui s'applique un peu à tout le monde sur le territoire, et non pas à des zones comme l'Île-de-France ou même la région PACA. Voilà, les petites différences entre ce qu'on a fait avec l'HAS et la surveillance sepsis campagne, c'est l'ambulatoire, donc ce qui est avant l'hospitalisation. On a édité 21 recommandations. C'est surtout le monde de la médecine générale et de la pédiatrie qui a fait ces recommandations. Nous, on n'est pas du tout intervenus, mais c'est une première mondiale d'avoir des recommandations comme ça, qui vont prôner, par exemple, la vaccination de façon très, très forte pour rappeler à tous les experts des réseaux sociaux que la chose qui sauve en médecine préventive, c'est la vaccination, c'est l'articulation entre la médecine générale, la médecine préhospitalière et les urgences, arriver à huiler le parcours au maximum des patients pour ne pas perdre de temps quand il y a un patient en sepsis. Après, il y a eu les recommandations urgence hospitalière, réanimation. Et puis, ce qui fait vraiment l'originalité, je trouve, la plus forte, c'est le post-aigu, hein, c'est-à-dire quand le patient sort de l'hôpital et va soit chez lui, soit en centre de réhabilitation. Là, il y a 28 recommandations très fortes. Et vraiment, je vous invite à lire le document. C'est jamais très agréable, il ne faut pas le lire sur une plage, mais on apprend d'abord beaucoup de choses parce que c'était multiprofessionnel, multidisciplinaire, et on a appris énormément de choses au contact des pédiatres, des microbiologistes, des médecins rééducateurs, et ça a été vraiment une expérience intéressante. On a modifié 9 recommandations sur les 93 de la surveillance sepsis campagne. C'est pas énorme, c'est des modifications qui sont des fois mineures, hein. Donc ça fait moins de 10% des recommandations. Vous voyez la surveillance sepsis campagne, il y a cette recommandation sur le remplissage vasculaire, 30 ml/kg dans les 3 premières heures de cristalloïdes, qui a toujours été débattu. Chaque fois que vous avez un congrès de réa, il y a le pro-con sur les 30 ml/kg. Est-ce qu'il faut 30, 40, personnalisé, voilà. Et ça a permis ceci beaucoup de débats et beaucoup d'heures de congrès. Et nous, donc en France, on est plutôt individualiste, hein, on est une société comme ça. Donc on a dit administration intraveineuse de cristalloïdes dans les 3 heures selon une stratégie individualisée, parce qu'on pense que c'est plus raisonnable. Les 30 ml/kg ne sortent pas de n'importe quoi, contrairement à ce qu'on pense. Ça sort des grosses études randomisées sur le choc septique, des groupes contrôle. Mais en fait, quand on lit bien ces études, ça va de 15 ml/kg à 45 ml/kg. Donc là, ils ont pris une moyenne. Mais voilà, en France, je pense que tout le monde a un appareil d'écho ou quelque chose pour évaluer la précharge à sa disposition quand on est dans une structure hospitalière. Et donc, vous voyez, l'anamnèse, l'origine du sepsis et l'examen clinique, on peut tous déterminer quel volume a besoin le patient, et on n'a pas besoin d'avoir un chiffre préétabli. Après, on est méditerranéen, on est latin, on n'est pas comme les anglo-saxons où il faut absolument avoir un chiffre précis. Deuxième chose qu'on a énormément discuté, il y a eu des débats assez vifs avec les microbiologistes, mais finalement, la recommandation l'a emporté aux différents tours de Delphi, hein. C'est des tests microbiologiques à réponse rapide qui sont recommandés en cas de risque d'infection par des BMR. Donc, ce n'est pas pour tous les patients, hein, c'est ceux avec des risques de BMR. Et dans le document, on a listé les facteurs de risque de BMR que vous maîtrisez à peu près tous. Allez les relire parce qu'on a eu un peu de mal à se mettre tous d'accord, mais voilà, c'est les facteurs de risque habituels. Et c'est vraiment l'implantation de ces tests rapides. Beaucoup de discussions, il y a un surcoût, mais justement, on a voulu un peu forcer la main finalement à nos organisations pour recourir à ces tests. Finalement, plus les gens étaient de gros CHU, de grosses organisations, plus ils étaient contre ces tests en disant nous, on a une relation parfaitement rapide, linéaire avec nos
nos microbiologistes. Donc, on n'a pas besoin de ces tests qui coûtent cher pour rien. Mais en fait, plus on est loin de ces gros centres et qu'on s'éloigne de ces gros centres, moins la relation avec les microbiologistes est linéaire. En fait, quand on regarde, il n'y a que 10% des centres, je crois en France, ou 9%, qui ont un microbiologiste de garde 24 heures sur 24. Donc voilà, et là, il y a une place pour ces tests qui peuvent être faits en point of care, et donc on l'a favorisé. Il y a une recommandation, vous voyez, de la surveillance sepsis campagne qui était d'adapter les doses sur le PKPD des antimicrobiens, et là, on a rajouté le PKPD et les recommandations du comité d'antibiogramme de la Société française de microbiologie, et je pense que c'est là aussi une adaptation au contexte français. Les tests de diagnostic rapide, si vous voulez défendre l'argument chez vous, il y a maintenant il y a notamment cette méta-analyse qui est sortie sur Clinical Infectious Disease qui vous montre quand c'est couplé à une bonne gestion de l'antibiothérapie, ce qu'on appelle AMS, Antimicrobial Stewardship en anglais, quand les deux sont couplés, pas les tests tout seuls, le test plus la bonne gestion de l'antibiothérapie, ça commence à être couplé à un pronostic qui s'améliore et surtout à une délivrance de l'antibiothérapie adéquate, beaucoup plus précoce, mais on gagne beaucoup d'heures par rapport à l'attitude standard. Dans l'Eurobac 2, qui est une étude mondiale sur les hémocultures positives en réanimation, à 24 heures, il n'y a que 53% des patients qui reçoivent, tout venant, qui reçoivent une antibiothérapie adéquate. Donc on ne performe pas très bien spontanément, contrairement à ce qu'on pense. On a marqué noir sur blanc, alors que la surveillance sepsis campagne dit shorter and longer, ce qui laisse un peu vague. On a dit que quand le foyer infectieux était contrôlé, quand vous avez un bon contrôle de la source, ça c'est très important, la durée d'antibiothérapie, par définition, est inférieure à 7 jours. Et si elle n'est pas inférieure à 7 jours, vous devez le justifier dans votre dossier. Et donc, ça doit susciter une réunion, une concertation pour expliquer pourquoi vous allez dépasser ces 7 jours. Et je crois qu'en termes de résistance bactérienne, c'était un message très important. Et là, c'est vraiment basé sur un niveau de preuve. En pratique, on ne sait plus quoi faire devant ces antibiothérapies qui sont toujours prolongées pour une raison ou une autre. Mon patient étant toujours un patient exceptionnel. Mais en fait, quand on regarde toutes les méta-analyses, ça nous montre quand le foyer est contrôlé, on peut faire moins de 7 jours. Et quand on regarde des grosses études randomisées comme celle qui vient de sortir dans le New England pour des hémocultures positives, là aussi, c'est un espèce de mythe. S'il y a une hémoculture positive, je n'arrête plus jamais mon antibiothérapie. En pratique, quand on fait 7 jours versus 14 jours, tout est mieux dans le groupe qui a reçu que 7 jours par rapport au groupe 14 jours. Quelques recommandations d'hémodynamique. La surveillance sepsis campagne disait qu'il fallait ajouter de la vasopressine plutôt que d'augmenter les doses de noradrénaline. Nous, on a dit que si la PAM était inférieure à 65, quand on mettait la noradré, qu'il n'y avait pas une réponse immédiate, il fallait administrer de la vasopressine à une dose de 0,02 à 0,04. Je vous montrerai les arguments. Je crois qu'aujourd'hui, ça se discute toujours, mais le bénéfice-risque est vraiment en faveur de ça. On ne parle pas d'hypoperfusion, tout ça, mais on dit que d'ajouter un agent vasoactif, donc de la dobutamine ou quelque chose comme ça, c'est dans ce sens-là, selon l'évaluation cardiaque et hémodynamique, parce que là encore, on pense qu'on a tous les outils, on a des SVO2, on a des accès à l'échographie facilement, et donc on trouve ça plus pertinent que la persistance de l'hypoperfusion qui était évoquée dans la surveillance sepsis campagne, mais qui se prêtait bien au contexte international, mais moins au contexte français. Et puis, comme on a voulu fâcher personne, on a dit que la stratégie de remplissage vasculaire était à la discrétion du clinicien, ce qui est quand même pas très, très glorieux de notre part, mais au moins tout le monde sera content. Ça, c'est les arguments pour mettre un vasopresseur de seconde ligne différent de la noradré précocement. On a plusieurs méta-analyses, j'en montre qu'une seule là. Cette méta-analyse, elle est globale, c'est-à-dire elle dit qu'il faut, quand on met un agent de seconde ligne, il y a une diminution de la survie, et quand on le met précocement, il y a une diminution de la survie chez les patients qui ont une approche multimodale.
En fait, quand on regarde cette méta-analyse, c'est beaucoup porté par la vasopressine, par le sous-groupe qui reçoit de la vasopressine. Donc, il y a cette méta-analyse. Il y en a une autre, d'ailleurs, dans un autre journal qui a été publié. Et puis, il y a l'étude californienne, mais portée par Romain Pliracchio, qui est de la maison au départ. Donc, on garde une certaine fierté. C'est l'étude OVIS qui n'est pas une étude randomisée, ce qui rend dingue les méthodologistes, ils adorent la randomisation, mais qui est une étude qui a inclus 13 000 patients, je crois, ou 13 ou 15 000 patients qui recevaient de la vasopressine. Ils ont comparé les patients qui recevaient de la vasopressine précocement, selon les recommandations de la surveillance sepsis campagne, et les patients qui recevaient de la vasopressine tardivement. Et ils montrent vraiment une différence de survie évidente et forte en faveur de l'administration précoce. Et quand ils font des analyses très sophistiquées avec l'intelligence artificielle, comme Romain Pliracchio sait très très bien faire, ben ça ressort très fortement en faveur de l'utilisation précoce de vasopressine. Donc, nous, on préconise d'abandonner un seul vasopresseur qui est la noradrénaline. On sait que quand on passe 0,8 microgrammes kilo minute, on passe 90-95% de mortalité. Donc cette stratégie, elle est perdante. Et donc on pense qu'il faut changer totalement de stratégie. Et c'est ce qu'on a essayé de pousser avec le groupe et Gilali Hanan. Pour les pépologues, moi je ne comprends rien en ventilation. Mais je sais que les pépologues, ça fait des années qu'ils envoient des PHRC quand je suis au jury, quand je vais dans les salles, où ils disent PEP haute, PEP basse. Je n'ai jamais très bien compris. Enfin, en pratique, c'est 8 ou 12. Et là, ils disent plutôt PEP haute que PEP basse pour utilisation d'un niveau élevé, vous voyez, par rapport à un niveau bas, ce qui revient à peu près à la surveillance sepsis campagne. Par contre, on a préconisé contre les manœuvres de recrutement chez des patients qui peuvent être hémodynamiquement instables. L'aspect vraiment très intéressant, c'est une recommandation forte d'initier précocement dans les premières 48 heures de la réadaptation 1 à 2 sessions par jour, 5 jours sur 7, avec de la réadaptation respiratoire tous les jours par contre, avec des équipes mobiles multidisciplinaires qui incluent des médecins rééducateurs, des MPR. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Chez moi, j'ai du mal à avoir des MPR dans l'AREA, mais le référentiel, il est fait pour créer ces études-là, ces équipes-là. Comme en 2002, il y a eu sur les équipes mobiles d'hygiène des recommandations qui paraissaient impossibles. Et aujourd'hui, tout le monde, dans tous les centres, on a des équipes mobiles d'hygiène. Donc, c'est pour pousser vers quelque chose de mieux. Ça ne sert à rien d'utiliser des cyclo-ergomètres qu'on adore tous à avoir. D'ailleurs, on en a plein. Mais au moins au début, en phase de consolidation, ça va servir. Et puis, il faut vraiment faire de l'adaptation. Il faut vraiment avoir une équipe dédiée qui connaisse bien la réanimation. Voilà, en conclusion, c'est un référentiel qui, d'abord, a validé en bloc la surveillance sepsis campagne 2021. D'accord ? Il y a 9 recommandations qui ont été modifiées, mais vous voyez, c'est quand même de la dentelle, hein, c'est un peu de détail. On a souvent insisté sur la prise en charge rapide, individualisée, un peu plus que dans la surveillance sepsis campagne, pour l'adapter en fait à nos pratiques nationales et aux ressources qu'on peut avoir dans nos centres de santé. Il y a toute une partie que je vous recommande de lire sur le post-hôpital où on recommande un suivi des patients assez exhaustif. Et puis maintenant, le travail, c'est de diffuser l'information. C'est ce qu'on est en train de faire avec Antoine là. C'est d'implémenter tout ça à l'échelle nationale et à l'échelon local. Et puis bientôt, ce sera de mesurer l'adhérence à ce protocole et de voir si le pronostic du patient va être modifié, parce que ça, à la fin, c'est l'objectif. Je vous remercie.